Bonjour Justine. Bonjour Jean. Pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans cette aventure? Oula, grande question. D'abord parce que de formation, moi je suis sociologue et urbaniste. Donc la sociologie sans surprise m'a mise dans le bain de la sensibilité aux questions de justice sociale, de juste répartition de l'ensemble de nos ressources. Et donc je pense vraiment que le cœur de mon engagement politique, il est là-bas. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je concrétise un peu quand même toutes ces grandes théories sociologiques qui sont certes passionnantes, mais parfois difficiles à décliner dans la politique, dans la réelle politique. Et donc j'ai fait l'urbanisme. Et l'urbanisme, au contraire de ce qu'on croit, je pense que c'est une matière éminemment politique. C'est-à-dire que décider de mettre un banc public à un endroit plutôt qu'à un autre, c'est une manière de dire ce qu'on entend comme appropriation de l'espace public, comme modèle de cohésion sociale, comme modèle de vivre ensemble, etc. Et sociologie plus urbanisme, sachant que je ne sais pas tenir un crayon puisque je ne suis pas architecte, je me suis vite ennuyée dans les bureaux d'études en urbanisme et je me suis dit, il faut faire de la politique. Je suis donc rentrée il y a 10 ans au cabinet de Rudy Verwoerd, ministre-président de la région bruxelloise, qui avait l'urbanisme notamment dans ses compétences. J'ai appris plein à ses côtés pendant 10 ans. J'ai beaucoup écouté, beaucoup appris. Et depuis quelques années, je me suis beaucoup énervée toute seule dans mon salon en me disant modestement, est-ce que j'ai quand même pas un peu quelque chose à dire sur les questions d'urbanisme aujourd'hui? Je me suis dit, voilà, faut mouiller la chemise, on y va. C'est ça. C'est marrant, mais on évoque aujourd'hui, parce qu'ici tu es dans le bureau d'un monstre sacré que j'occupe depuis 2 ans, le bureau de Charles Piquet, qui a quand même été très attaché à la fonction d'urbanisme. Il y a une spécificité que tu as pour avoir une lecture de la ville, c'est que, by the way, j'ai cru remarquer que tu étais une femme. Qu'est-ce que tu crois comme regard particulier tu es appelé toi à transmettre aujourd'hui, et qu'est-ce que tu crois que tu peux apporter dans ces débats? Non seulement je suis une femme, mais en plus je suis la mère de 2 gamins, et je pense que c'est deux choses qui se combinent dans la manière dont on appréhende la ville. D'abord, et je crois que c'est important, on oublie de le dire, mais les gens qui pensent la ville, les concepteurs de la ville, sont largement des hommes. Il y a un tas d'études qui l'ont démontré, etc. Et donc je crois qu'il y a un vrai enjeu aussi à pouvoir apporter une contribution genrée à la manière dont on conçoit la ville. Et ça ne veut pas juste dire il faut mettre des plaines de jeu, ça veut aussi s'assurer, enfin ça doit aussi pouvoir induire la présence dans les plaines de jeu d'hommes et pas que de femmes. Et ça veut dire où est-ce qu'on localise tous ces espaces de divertissement, comment est-ce qu'on s'assure du sentiment de sécurité des femmes dans l'espace public. Enfin, toutes ces questions-là, je pense que moi-même en 10 ans, j'ai vu comme elles se sont progressivement immiscées dans les questions d'urbanisme à Bruxelles, et ça me semble essentiel, mais on n'y est pas encore. Il y a encore du boulot. À part cette question plutôt liée aux aménagements d'espace public, tu es un violon dingue, je pense que tu te bats pour l'accès au logement et justement cette question d'urbanisme sur le développement de logement à Bruxelles. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Il y a un tas de choses à dire, mais probablement que l'essentiel, c'est de dire que j'ai vu, moi, de ma petite expérience, j'ai 37 ans, donc ça fait grosso modo 20 ans, une petite vingtaine d'années que j'essaye de me loger à Bruxelles comme tous les Bruxellois. Et j'ai vu le marché immobilier décrocher complètement par rapport à nos salaires. Et je crois vraiment que c'est un enjeu tout à fait central. Je cite souvent cet exemple-là. Moi, j'ai une petite sœur qui a une association dans les Marolles qui fait de l'accompagnement, s'appelle Aquarelle. Fait de l'accompagnement pré- et post-natal de femmes dans l'extrême précarité. Et ça m'a marqué parce que récemment, elle travaille sur un mémorandum, c'est sage-femme, donc ils travaillent a priori sur les questions de santé. Leur seule revendication, c'est la question du logement. C'est-à-dire qu'elles en sont arrivées, au bout de leur expérience de terrain, de contact avec ces femmes, elles en sont arrivées à la conclusion que la question du logement était absolument transversale et qu'il fallait travailler sur ces questions-là pour assurer la dignité humaine, etc., mais l'accès aussi à l'ensemble des services, les préoccupations qui peuvent être considérées comme, enfin, qui doivent être considérées comme des préoccupations centrales et qui deviennent secondaires, malheureusement, parce que la question du logement n'est pas réglée. Quoi. Et très concrètement, toi qui as travaillé sur ces questions, comment est-ce que cette question profondément humaine qui nous rapproche peut être traitée dans les gros enjeux globaux, dans les fonctions que tu as exercées par le passé? Quelles sont les choses qu'on pourrait changer pour permettre cette accessibilité au logement? Franchement, il y a beaucoup de choses. Il y a souvent une réponse facile qui est de dire oui, il y a 6 millions de mètres carrés disponibles à Bruxelles, il n'y a qu'à mettre la main dessus et la crise du logement sera réglée. Je pense vraiment que c'est pas aussi simple. Je ne dis pas que c'est pas une partie de la solution. C'est une partie de la solution de toute évidence. Il faut qu'on puisse mettre la main sur les logements disponibles, etc. Il faut qu'on continue à reconvertir des bureaux dans la mesure du possible
même si ça coûte cher et qu'il y a des limites, il faut continuer les occupations temporaires qui sont un palliatif, mais qui sont une partie de la solution. Et puis surtout, il faut continuer des politiques structurelles de logement public. Et donc ça veut dire, oui, continuer à construire du logement public, pas que. Ça veut aussi dire mettre la main sur du logement privé, le rénover et en fait accroître la mainmise du public sur le marché immobilier. Je suis convaincue que c'est la seule manière pour infléchir les prix de l'immobilier. Et puis il y a la question de l'encadrement des loyers, c'est-à-dire que tant que notre main n'est pas suffisamment mise sur le marché immobilier, la seule manière de réguler ce marché, c'est à un moment de mettre des règles. Et au moment de la construction des logements du secteur privé, il n'y avait pas une mesure auquel tu tenais? Si, celle qui impose 25% de logements sociaux minimum d'ailleurs, mais bon, c'est un minimum, il faut commencer. 25% de logements sociaux pour tous les gros projets immobiliers de plus de 3500 Et pourquoi tu crois que cette solution, qui est pourtant pratiquée dans de nombreuses capitales, n'existe pas à Bruxelles? Je pense que ça a été mis sur la table du gouvernement régional bruxellois, ça a buté sur la droite pour plein de raisons, essentiellement des espèces d'anticipation, je pense, un peu fantasmées, des dommages collatéraux que ça pourrait avoir sur les autres 75% qui ne sont pas sociaux. Mais franchement, moi je m'en fous de cette question-là. À ce stade-ci, je crois qu'on est dans une situation telle que tout ce qui est bon à prendre est bon à prendre, et 25% c'est déjà pas mal. C'est bizarre qu'on n'ait pas eu leur adhésion, parce que quelque part ça montre aussi que l'action privée peut montrer son efficacité, et si elle est quelque part encadrée et régulée, peut construire et participer d'une ville plus accessible. Bah oui, évidemment. Bon, ben voilà un beau débat sur la table. Quelles seraient une des thématiques que tu aimerais mettre en évidence? Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'aménagement du territoire. Je crois qu'il y a il y a un débat qui s'est imposé sous cette législature sur justement la question du logement et la question de la nature en ville et la manière dont on peut articuler ces choses-là. Je crois que de manière c'était de la mauvaise foi, je pense, fondamentalement. On a érigé en symbole un certain nombre de terrains encore disponibles à Bruxelles. Et mis dos à dos deux enjeux qui me tiennent à cœur, à savoir évidemment la crise climatique et environnementale et la crise du logement. Et donc ouais, ça c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est comment est-ce que dans les politiques de développement territorial et dans le développement de l'urbanisme à Bruxelles, on va parvenir à réconcilier ces deux objectifs plutôt que d'en faire des symboles de guéguerre politicienne qui finalement empêchent d'aboutir à des objectifs sur lesquels je pense en plus on est globalement tous d'accord. Parlant de guéguerre politicienne, tu le sais, j'ai fait le choix de rester municipaliste et de m'inscrire dans la logique qui avait présidé au choix de mon prédécesseur, qui s'inspirait de sa pratique locale pour essayer de la transposer au niveau régional et était un fervent défenseur du dialogue entre les communes et la région par la contractualisation, par la confiance réciproque, par l'échange entre la capacité de proximité d'une commune et de répondre à des besoins particuliers d'un quartier sur base territoriale, et sur une région qui peut peut-être faire des grands axes structurants. Comment tu envisages cette relation? Parce que le municipaliste que je suis, très égoïstement, en quoi il va pouvoir compter sur Justine à la région? D'abord, honnêtement, en urbanisme, je pense que le niveau local est absolument indépassable. C'est-à-dire que personne ne connaît aussi bien son territoire qu'un bourgmestre, en gros, que les autorités locales. Et je pense qu'un des drames de la planification territoriale, c'est précisément de ne pas maîtriser les enjeux au-delà des plans, quoi. Et donc, moi, j'ai fait cette expérience souvent sur des permis d'urbanisme à délivrer à Bruxelles, où on a des projets qui sont très beaux, très bien présentés, une vraie maîtrise de la communication de projet, etc. Et puis on se retrouve avec des enjeux au quotidien qui concernent les riverains directement, et des vues directes, et des questions d'emplacement de stationnement, et des questions de densité dans le quartier, d'accès aux services. Et c'est des questions qui sont nécessaires et qui, je pense, ne pourront jamais être maîtrisées avec la même finitude à un autre niveau qu'au niveau de la commune. Et comment tu crois qu'on pourrait renforcer ce lien fertile? Parce que c'est vrai que la plupart du temps, nos concitoyens à Saint-Gilles, parfois, ils se posent des questions quand même sur les choix qui sont posés au niveau régional et qui reportent souvent et qui se reportent sur les communes, et où les communes ont des charges de plus en plus importantes et sans nécessairement avoir la capacité d'arrêter, de négocier, de consulter et de revoir des projets qui sont impulsés plus haut. Je pense qu'il ne faut pas non plus dénier à la région sa possibilité et surtout la nécessité d'avoir un niveau de pouvoir qui pense à l'échelle du territoire régional sur des enjeux supralocaux. Il y en a plein, notamment sur la localisation d'équipements d'envergure régionale.
sur la desserte en transport en commun, sur des gros travaux publics. La région a son rôle à jouer dans la définition de la planification territoriale. C'est vrai aussi pour le déploiement de la politique culturelle, c'est vrai pour, même pour le déploiement des politiques de santé, d'enseignement, etc. Je crois vraiment que la région a son rôle à jouer. Mais il y a une reconnexion et probablement qui doit se faire autour d'une concertation qu'il faut réorganiser, qu'il faut repenser entre les autorités locales et les autorités régionales. Autour de permis d'urbanisme, par exemple, quand c'est très précis, mais aussi autour de plans. Pourquoi est-ce que tu as choisi Scarbeck et pas Saint-Gilles? Parce que j'adore Scarbeck. C'est la plus belle commune de Bruxelles. Et pourquoi? Vu d'un Saint-Gillois, c'est bizarre. Non. Franchement, objectivement, elle est magnifique. Accessoirement, j'ai grandi. C'est quand même un bon argument aussi. Et puis je pense que Scarbeck, c'est une commune qui évolue super fort ces 15 dernières années et où il y a des vrais enjeux, pour le coup, d'urbanisme. Je mets beaucoup de choses derrière l'urbanisme. Je crois que c'est une commune qui se dualise de plus en plus, où il y a une vraie politique à mener pour reconnecter ce qu'on appelle souvent, d'ailleurs erronément, le haut et le bas de Scarbeck, mais symboliquement on comprend ce que ça veut dire, quoi. Je crois qu'il y a un Scarbeck qui s'appauvrit, quoi. Il y a un Scarbeck en difficulté, et puis il y a un autre Scarbeck qui rayonne et dans lequel la majorité en place aujourd'hui met beaucoup d'énergie. Il me semble qu'il y a une autre partie de Scarbeck qui est un peu oubliée, trop oubliée. T'as vu, je t'ai pas embêté avec faudrait-il un nouveau stade pour l'Union Saint-Gilloise, ou qu'est-ce que tu penses de Good Move. Tu vois quel gros projet à développer à Bruxelles sous la législature prochaine? Bon, d'abord, je pense qu'il faut poursuivre le développement de l'ensemble des zones stratégiques sur lesquelles le gouvernement s'est engagé et où il y a une maîtrise foncière publique. Donc, je pense évidemment à Mediapark, il y a évidemment Josaphat, le Champ des Cailles, les Dames Blanches. Il y a toute une série de sites et il n'y en a plus beaucoup. Si, il y en a un très beau à Saint-Gilles. La prison. Ah oui, mais ce sera pour un épisode prochain. Mais ceci dit, la prison fait partie aussi de ça. Donc je crois qu'il y a quelques sites stratégiques à Bruxelles sur lesquels il faut absolument avancer, sinon ça va devenir des friches et des abandonnés du développement de la ville. Or, on a besoin de mobiliser l'ensemble des ressources de Bruxelles pour répondre aux défis démographiques, mais pas que, quoi. C'est-à-dire, c'est aussi pour ne pas figer la ville. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser en jachère des morceaux de terrain sans vraiment s'expliquer pourquoi. Donc, il y a Scarbeck Formation, etc., bien sûr. Et puis, je crois qu'il y a des gros projets d'infrastructures publiques aussi. Moi, je suis une fervente défendresse du métro et je pourrais en parler longuement. Et je sais bien qu'il y a plein de questions et plein d'enjeux, mais je pense qu'il faut continuer là-dessus aussi. Voilà. Merci. Merci à toi.